Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Imagine ça, si chaque pensée que tu avais devait passer par un filtre d'éthique avant de devenir une action, à quoi ressemblerait ta journée ? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui explore exactement cette idée, mais dans un contexte bien particulier. Oh, c'est rigolo. Tu parles de quoi exactement ? La déontologie des travailleurs de la lumière. C'est ce que j'enseigne à mes élèves thérapeutes énergéticiens qui se consacrent à des pratiques spirituelles ou énergétiques. Leur code de conduite touche à la fois à la spiritualité et à des principes universels d'éthique. Cette déontologie est divisée en deux parties. L'aspect intérieur qui concerne le travail sur soi-même et l'aspect extérieur qui touche à la relation avec les autres. Oui. Et ce qui est beau, c'est que cette déontologie n'est pas seulement applicable à leur domaine. Il peut inspirer n'importe qui, peu importe le métier ou la situation. Alors, commençons par l'aspect intérieur. Qu'est-ce qui te marque le plus dans cette partie ? Eh bien, il y a cette idée d'un engagement total envers soi-même et envers la personne qui reçoit le soin. C'est presque comme un pacte qu'on passe avec soi-même pour être dans une posture d'écoute et de respect. Et ce respect passe par une posture très particulière, celle de se voir comme un outil, un canal. C'est une image forte. Se considérer comme un canal, ça demande de mettre de côté ses propres émotions personnelles et ses intérêts pour être totalement au service de l'autre. Mais en même temps, ce n'est pas une déconnexion totale, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Il y a cette nuance d'être à l'écoute de son propre ressenti, de son amour, de son humilité. C'est un équilibre subtil entre être présent pour l'autre et rester aligné avec soi-même. Et puis, il y a cette pratique de consulter son cœur avant de répondre à une question. C'est une belle manière de s'assurer qu'on agit sans intérêt personnel. Il y a aussi cette notion de prudence, non ? Utiliser ses capacités avec précaution, en étant conscient qu'un soin peut avoir des conséquences qu'on ne maîtrise pas toujours. C'est une grande responsabilité. Absolument. Et ça demande une conscience aiguë de ses limites, ce qui, honnêtement, est une véritable leçon d'humilité. Accepter qu'on ne peut pas tout voir, tout savoir, c'est loin d'être évident, surtout dans un domaine où on est souvent perçu comme une source de réponse. Et puis, il y a cette idée de maintenir une bonne hygiène de vie. Ça peut sembler basique, mais si on n'est pas bien dans son corps et dans son esprit, comment peut-on espérer être un soutien pour quelqu'un d'autre ? Ben oui, et ça nous amène à l'aspect extérieur de cette déontologie. Là, on parle de la manière dont on interagit avec la personne qui reçoit le soin. Par exemple, poser un cadre clair dès le départ, expliquer son fonctionnement sans entrer dans des détails inutiles. Oui, c'est crucial pour instaurer une relation de confiance. Et ce cadre inclut aussi le respect du secret professionnel. Ce qui se passe durant une séance reste confidentiel, sauf si la personne donne explicitement son accord pour en parler. Et quand on sent ces résultats apparaître, les mêmes ressentis du praticien ne sont partagés que sur demande. Ça montre à quel point le respect de l'autre est central. On ne s'impose pas, on ne projette pas ses propres perceptions ou interprétations sans y être invité. Et on refuse aussi certaines demandes, par exemple, celles qui seraient purement ludiques ou motivées par la curiosité. Là encore, c'est une question de cadre. On travaille uniquement sur le besoin de bien-être ou de bonne santé de la personne, tout en restant humain, positif, convivial. Ce qui me plaît beaucoup, c'est ce refus de prendre un rôle de sauveur. C'est tellement important parce que ça évite de créer une relation de dépendance ou de pouvoir. Le travailleur de la lumière n'est pas là pour sauver qui que ce soit. Il est là pour accompagner, pour soutenir. Oui, et ça rejoint cette idée qu'on a le droit d'avoir des moments d'instabilité, des moments où on doit se recentrer. C'est une manière de dire « je suis humain, je ne suis pas parfait et c'est ok ». Ça demande du courage de reconnaître ça, surtout dans un rôle où on est souvent perçu comme un guide ou une figure d'autorité. Et parfois, ça veut dire prendre du recul, demander du temps pour répondre ou même admettre qu'on ne sait pas. C'est une posture d'humilité, mais aussi de responsabilité. Parce que donner une information incomplète ou floue, ça peut faire plus de mal que de bien. Et ça, c'est un point qui résonne profondément, même en dehors de ce domaine. Et en fin de compte, ce code de déontologie, c'est une invitation à être pleinement conscient, pleinement présent, que ce soit dans son travail sur soi ou dans sa relation avec l'autre. Il s'agit toujours de chercher cet équilibre, cette justesse. Et c'est une démarche qui, je pense, peut inspirer chacun d'entre nous, même si on n'est pas travailleur de la lumière. Au fond, ces principes d'écoute, de respect, d'humilité, ce sont des valeurs universelles. Elles peuvent enrichir nos vies, nos relations, nos interactions au quotidien.
Et c'est peut-être ça, la vraie lumière, cette capacité à se connecter à soi-même et aux autres avec authenticité et bienveillance. Oui, c'est une belle manière de conclure. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.